On est très, très heureux d'accueillir Nathalie Dessay pour sa 4e intervention à Sciences Po. Je suis Pauline Habib-Lamour, je suis secrétaire générale de la Maison des Arts et de la Création. Et comme la question m'a été posée tout à l'heure, je vais vous dire vraiment en 2 mots, le rôle de la Maison des Arts et de la Création, c'est de faire venir des artistes à Sciences Po pour participer à la vie académique et plus largement au débat public. Et par vie académique, j'entends à des enseignements, à des discussions, à des échanges avec des chercheurs, parfois même à des projets de recherche, à des symposiums. Voilà. Donc, de faire en sorte que les artistes participent activement à notre vie académique. On le fait de différentes façons et on le fait notamment à travers la chaire des arts du vivant, qui accueille chaque année un ou une titulaire dans le champ, soit de la danse, soit de la musique. Et cette année 2024, on a eu le grand privilège d'accueillir Nathalie Dessay. Cette rencontre aujourd'hui va être la 4e et dernière rencontre de Nathalie avec notre communauté Sciences Po. Donc j'en profite pour dire un très grand merci à Nathalie, même si j'espère que ce n'est pas une leçon conclusive, mais juste le début d'un chemin avec nous. La discussion sera modérée par Marie Mawad, qui est doyenne de l'école de journalisme. Et nous serons bientôt rejoints par Yvan Cassard, qui est un compositeur, arrangeur, artiste protéiforme. Voilà, Marie et Nathalie, certainement, vous l'accueillerez. Et ce faisant, nous permettrez de découvrir son parcours qui est très riche. Voilà, je vous laisse, je quitte le micro et je vous dis grand merci et bon événement. Un grand merci, Pauline. Bonsoir, Nathalie Dessay. Bienvenue à Sciences Po. Vous êtes une habituée de la maison maintenant, puisque... Oui, ça y est, j'ai mon rond de serviette. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas. Merci d'être des nôtres. Donc, c'est effectivement, comme le disait Pauline, l'échange qui va clore ce cycle de conférences à la Maison des Arts. Donc, vous avez eu l'occasion de parler à la première séance des métamorphoses de l'artiste étant vous-même. À la deuxième, vous aviez souhaité inviter Philippe Cassard et vous avez parlé de la musique et des mots, si je ne m'abuse. Et puis, Blandine Savetier s'est joint à vous, donc la metteuse en scène, pour parler justement de ce travail avec le metteur en scène. Aujourd'hui, vous avez souhaité inviter Yvan Cassard qui va se joindre à nous. Yvan Cassard qui, je le précise, n'a aucun rapport avec Philippe Cassard. Et ça, c'est quand même très drôle. Et donc, il va se joindre à nous en seconde partie de l'échange et on pourra parler effectivement de son parcours et de ce sur quoi vous travaillez en commun à ce moment-là. Aujourd'hui, on a pensé qu'il serait intéressant de parler d'éphémère et de persistant pour clôturer ce cycle en se demandant finalement ce qui reste du partage qui lie l'artiste à son public, évidemment à la Maison des Arts, mais pas que, bien entendu, beaucoup plus largement sur scène et dans le monde du spectacle. Donc aujourd'hui, c'est un peu la dernière. Et je commencerai par vous demander, vous préférez les premières ou les dernières ? Les dernières. Alors pourquoi ? Parce que c'est les dernières, d'une part, et parce que on est débarrassé du très grand stress de la première. Donc on a évolué normalement au cours des représentations et c'est la représentation dans laquelle normalement les choses se mettent en place, on a envie de tout donner parce qu'on sait qu'après c'est fini et on a cette expérience qui fait qu'on est un peu moins angoissé, voilà, que pour la première. Est-ce que les dernières se passent mieux ? Moi, ma mère, elle me dit qu'elle vient toujours aux dernières parce qu'elle trouve que c'est mieux. Alors, comme je crois ma mère, ma mère a toujours raison, en fait. Les mères ont toujours raison. C'est la leçon que nous retenons tous. Est-ce que vous avez un rituel avant d'entrer en scène et est-ce qu'il change au fur et à mesure des spectacles entre la première, les suivants ? Non, le seul rituel que j'ai, c'est d'arriver très tôt pour m'extraire du monde réel et me concentrer sur ce qui va se passer le soir. Mais j'essaye de ne pas avoir trop de rituels parce que, en fait, ça me fait toujours penser à cette phrase qui dit « Je ne suis pas superstitieuse parce que ça porte malheur ». C'est un peu ça, en fait. Je ne veux pas avoir de rituel parce que si jamais quelque chose ne se passait pas bien dans ce rituel,
ça me mettrait en porte-à-faux pour le soir et c'est dommage. Vous aviez parlé au premier échange du fait d'avoir été très traqueuse. Vous l'êtes toujours aujourd'hui, malgré Affreux. les... C'est affreux. Ça n'a pas évolué, malgré les X C'est- fois sur scène. Ça n'a pas évolué, ça a même empiré. Et qu'est-ce que vous vous dites pour gérer ce trac-là? Je ne me dis rien parce que je suis dans un tel état que je n'arrive pas à raisonner. Et je n'arrive même pas à me dire, mais tu as bien travaillé, mais tu sais ton texte, mais tu es là parce qu'on t'a choisi. Tout ça passe à l'as. C'est horrible, en fait. Une fois que vous êtes sur scène, c'est Ah non, non, oublié non. ou c'est là Ah non, quelque pas du part tout. Non, non. c'est sur Non, votre non, épaule j'ai hâte que ça se termine. D'où le soulagement de Tout le la soulagement de la dernière. dernière aussi. Non, j'exagère toujours quand je dis ça. Bien sûr qu'il y a des moments de plaisir quand même, sinon on ne le ferait pas. Mais j'en vis beaucoup. Hier soir, je suis allée voir un concert d'une artiste que j'adore, hein, qui s'appelle Veronica Swift, qui est au départ une chanteuse de jazz, mais qui est très très éclectique et qui fait aussi bien du hard rock que du jazz, que des reprises de Queen, que des compositions personnelles. Bon, et c'est une espèce de lionne sur scène, une espèce de Freddie Mercury au féminin. Et elle arrive là, elle déboule sur scène, on a l'impression qu'elle va manger le monde. Et c'est génial. Bon, elle a 30 ans, elle est magnifique, elle chante sublimement bien. Et je me dis, mais comment elle fait? Et alors, je ne suis pas dans sa tête, peut-être qu'elle avait peur. Hein. Je sais en tout cas qu'elle était fatiguée. Et je me dis, si c'est ça qu'elle donne quand elle est fatiguée, qu'est-ce que ça doit être quand elle ne l'est pas? Mais voilà, c'est aussi une autre école, c'est une américaine, c'est quelqu'un qui est tombé dedans quand elle était petite, ses 2 parents sont musiciens. Il y a quelque chose de tout à fait naturel chez elle. Et moi, c'est très différent. Moi, rien n'est naturel, en fait. Tout a été conquis de haute lutte et avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'acharnement. Je suis quelqu'un de besogneux, en fait. Donc c'était quoi la question? On y reviendra. Mais il y a une part de culturel, selon vous, sur Oui, cette bien capacité sûr. à faire le show? Bien sûr, bien sûr. Moi, je fais partie encore d'une génération, je le vois bien hein, par rapport aux jeunes gens maintenant, surtout les jeunes filles, et notamment ma fille. Je fais partie des gens, des femmes, en tout cas, à qui on a dit il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu aies un métier, ok, mais à qui, quand même, on a prévenu que ça allait être quand même très, très dur. Donc, quelque part, je suis encore inhibée par rapport à ça. C'est jamais acquis. Non, non. Et j'espère qu'aujourd'hui, et de plus en plus dans l'avenir, qu'on soit fille ou garçon, il n'y aura pas cette question, cette espèce de voix ici qui vous dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour toi. Non, tu n'as pas le droit de rêver. Non, c'est pas ta place. Je pense que le syndrome de l'imposture n'est pas que féminin, mais en tout cas, il est quand même bien là, souvent, chez les femmes, je trouve. C'est quelque chose dont vous parlez aux jeunes artistes dont vous Mais j'ai pas posez la besoin, parce que eux, je trouve qu'ils l'ont pas, qu'ils l'ont moins, en tout cas. Et ils se posent pas les mêmes questions. En fait, c'est pas les mêmes questions aux mêmes endroits. Les questionnements aujourd'hui, vous diriez que c'est plutôt... Le questionnement aujourd'hui, c'est est-ce que je vais avoir du travail? C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus, à la fois plus compliqué, mais c'est presque, aujourd'hui, c'est presque comment je vais survivre. Oui, ce qui est très différent de ce que vous décriviez. Ouais. Je reviens donc à ma question qui était sur le trac et comment votre discours intérieur, finalement, quand vous êtes sur scène. Est-ce que vous cherchez dans le public un regard auquel vous accrochez? Ah non, surtout non, pas. Alors, à l'opéra, déjà, on ne vous voit pas. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très bien. Et alors, j'ai une petite anecdote à ce propos. Je vais faire un récital avec donc l'autre Cassard, Philippe Cassard, au Wigmore Hall à Londres. Et ils ont l'habitude de laisser la salle un peu allumée comme c'est là. Parce que les gens suivent sur le programme, ils suivent les textes, etc. Et moi, ça me met dans un état.
Je ne peux pas me concentrer si je vois les gens. Je ne peux pas être dans mon poème si je vois vos têtes, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre et l'opéra d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce qu'il y a vraiment le quatrième mur, la plupart du temps, et vous êtes dans le noir. Et je peux, comment dire, je peux me faire mon cinéma. Et du coup, comme je me fais mon cinéma sur cet écran noir de mes nuits blanches, comme dirait Claude Nougaro, je pense que pour le spectateur, c'est comme un écran que je lui propose aussi. C'est-à-dire que les choses qui sont dans ma pensée, dans mon regard, atteignent aussi votre pensée plus directement, quoi. Enfin, j'ai l'impression. J'arrive pas à m'adresser au public comme ça. Alors, sauf quand c'est voulu dans une pièce, par exemple, où on s'adresse directement aux gens et parfois on prend une personne dans le public. Ça peut arriver, ça. Non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est juste d'être là au début, avant que la pièce ne commence. Je suis là et les gens passent devant moi, me saluent d'ailleurs parfois aussi, me parlent aussi. Mais c'est avant que je joue. Une fois qu'on joue, normalement, la lumière se baisse et ça, c'est magique. Je trouve que c'est magique, en fait. Le fait que la lumière ne se baisse pas, moi, il me manque un truc. C'est comme si j'arrivais en pyjama sur scène. Vous entrez dans une bulle avec... Et oui, c'est-à-dire que tout le monde entre dans une bulle. Pour vous, d'être plongé dans le noir, crée quelque chose. Et c'est la même chose pour moi de ne pas vous voir. Ça crée quelque chose. Et ça crée, bizarrement, un lien particulier entre vous et moi. Dans quel sens? Ben, je sais pas. Un lien qui n'est pas celui du quotidien, qui n'est pas celui de la conversation comme on a maintenant. Un lien rituel, précisément. Alors ça, c'est un rituel, par exemple. Le noir sale. Et j'ai beaucoup de mal quand le rituel n'a pas lieu. Tiens, j'avais jamais réfléchi à ça, mais voilà. Je vois Yvan Cassard qui arrive. Il est même vous pas en retard. Permettez qu'on l'accueille. Oui, pour une fois que j'ai des trucs... Bonsoir et bienvenue. Marie, installez-vous, je vous en prie. Donc, Yvan Cassard, qu'on n'a pas besoin de présenter non plus, mais je vous présente quand même brièvement. Et merci à vous de vous joindre à nous sur l'invitation de Nathalie Dessay. Donc, vous êtes compositeur, réalisateur artistique, chef d'orchestre. Vous avez un profil aussi éclectique que celui de Nathalie Dessay. Vous avez fait des choses aussi variées l'un que l'autre, j'avoue. Bah, c'est pour ça qu'on s'aime, c'est parce qu'on se ressemble un petit peu. Alors, on parlait avec Nathalie Dessay avant votre arrivée de la thématique du jour, qui est un peu l'éphémère et le persistant. Et on a commencé par aborder l'entrée en scène, ce qu'il en reste après, comment on s'y prépare, le discours intérieur de l'artiste sur scène. Et j'allais demander à Nathalie Dessay si finalement, après un spectacle, vous refaites le film. Et je vous poserai la même question. Est-ce que vous décortiquez, vous réanalysez un peu comme un match Là, elle est en train de rigoler, parce que moi, je suis en mode dépressif quand je sors d'un concert. En fait, au lieu de me dire c'est génial et tout, je me dis oh, mince, ça c'était pas bien, ça c'est pas grave, finalement j'ai plus envie de jouer ça. Enfin bon, voilà. Je passe un peu par toutes les couleurs. Et puis après, je suis content. Il y a l'alcool aide. Non mais voilà. Non mais après, en fait, c'est une histoire de sensation. Moi, comme je fais beaucoup de musique très différente. Curieusement, il y a des musiques qui mettent le track et des musiques qui ne me mettent pas le track. Ou des programmes. En fait, je trouve que tout dépend de l'enjeu de ce qu'on doit faire. Il y a des choses, des programmes dans lesquels on est très confortable, ou des musiques qui sont plus simple. C'est pas forcément simple d'être au rendez-vous au bon moment pour les jouer bien, mais où techniquement il y a moins d'enjeux ou des choses comme ça. Alors on profite un peu plus de l'instant. Des fois quand c'est dur ou quand on a un peu peur, qu'on est un peu moins prêt, alors du coup c'est là que ça devient un peu plus complexe et que la fin c'est un peu un état des lieux, quoi. On met les notes. Nous on passe quand même des examens tous les jours, hein, finalement. Donc voilà. Donc et je dis souvent, moi je fais des salles de 50 personnes à 80 000. Et j'ai beaucoup plus le trac quand c'est 50. Oui. Mais alors, incontestablement. Quand il y a de monde, en fait, et plus on est dans son jardin, parce qu'en fait, tout est dilué, on voit des masses, et du coup, on est super détendu.
J'avoue que c'est vraiment aucun problème. Je suis pas du tout stressé quand je fais un Stade de France, alors que quand on fait un pauvre truc de 50 avec un programme difficile, je suis tout dans tous mes états. Ouais. Nathalie Dessay, vous refaites le film aussi avec ce perfectionnisme? Oui, bien sûr, on se refait le film, ça j'ai raté. Pourquoi j'y suis pas arrivée alors que j'y arrivais en répète? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous le faites l'un pour l'autre? Vous permettez... Oui, on débriefe après, bien sûr. Moi, elle me dit pas trop souvent que je suis mauvais parce Non, qu'après j'ose ça pas. m'agace. J'ose pas. Non, mais pas du tout. Non, c'est évident qu'en plus nous on se connaît depuis longtemps, donc il y a un rapport d'amitié qui fait qu'on se dit toujours, quoi qu'il arrive, on se dit toutes les choses. C'est presque ça qui est dangereux parce que du coup il y a moins de limites. On n'est pas, voilà. Il y a un moment, il faut qu'on soit content. C'est du win-win, hein, une relation comme ça. Donc si on est content tous les deux, alors c'est le bonheur. Et après, faut... Oui, et puis c'est une émulation aussi, Ouais. je veux dire. C'est excitant. Oui. Voilà. En plus, avec Nathalie, comme elle est vraiment très multiple, on aborde énormément de choses différentes et elle est aussi gourmande que moi. Donc, du coup, on se donne des challenges et des fois, ils sont raisonnables et des fois, ils le sont un tout petit peu moins. donc, bon, après, il faut gérer. Parce que quand on rentre en scène, on se dit, personne, les gens qui viennent nous voir avec gentillesse, on n'a pas l'air d'excusez-nous, mais en fait, ça, on l'a pas fait. Non, donc il n'y a pas d'excuses et il n'y a rien. Il faut être bien, quoi. Donc c'est là que le stress et du coup l'après joue. À vous deux, vous avez dû monter sur scène des milliers de fois, j'imagine. Je ne me suis pas amusée à compter, mais je pense que chacun, vous avez déjà plus de 1000 au compteur. Est-ce qu'il y a des fois, peut-être des fois vous étiez sur scène ensemble, qui vous restent particulièrement à l'esprit, des fois plus mémorables que d'autres, et pourquoi? Moi, je sais que ces derniers concerts là qu'on a fait ensemble, ça me tient particulièrement à cœur parce que ce sont des concerts familiaux, donc avec mes enfants, mon mari. Et quand j'ai demandé à Yvan d'être notre directeur artistique, Ça voilà. fait très, Ouais, très ça sérieux. D'un coup, on a bien, l'impression très que j'ai du talent. Du coup, oui, c'est aussi peut-être parce que c'est les derniers concerts en date, donc voilà, ceux qui sont tout frais dans notre mémoire et dans notre cœur. Bon, et puis cette aventure autour de Claude Nougaro, ça aussi, ça a été très, très important. Et puis, il y a des grands souvenirs après. Par exemple, des concerts, alors c'était pas avec toi forcément, mais des concerts. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi avec 80 000 personnes, là, ou 10 000. Non, mais c'est parce que toi, t'es chanteuse, moi, je suis planqué. Ah, voilà. Parce que quand on a moi, chanté... j'ai un espèce de gros truc devant moi, oui, là. Un gros truc noir. Un gros truc noir avec des touches qui fait que Oui, la vie est caché, belle, tu vois. caché. Parce que quand on l'a chanté sous la Tour Eiffel, je me souviens, avec mon mari, ou bien à Royan, que tu connais bien, sur une plage noire de monde... Moi, je me souviens, je suis rentrée en scène et on devait chanter avec mon mari le duo de Traviata. Et donc, ça commence par lui qui dit « Madamigella Valérie » et je dois répondre « Sonio ». C'est-à-dire, c'est moi. Et il fait « Madamigella Valérie » et je fais j'ai vu les gens. Là, pour le coup, j'ai vu les gens. Et voilà, j'ai vu les gens et ça m'a complètement déstabilisée. J'ai jamais pu dire devant tous ces gens « C'est moi ». Je ne suis pas parvenue, on a dû recommencer. Donc voilà, c'est quand même très impressionnant. Alors, de voir les gens. Et pour le coup, peut-être que quand tu es dans un stade, tu les vois pas vraiment. Non, il y a une marée, il y a Voilà, une espèce il y a une notion de comme ça. À Royan, on les voit. Oui, on les voit quand même. Oui. Non, mais, ils sont tout près. Je dis pas que c'est... voilà, quand ça fait pas quelque chose, mais c'est pas pareil que dans une petite salle exigeante ou une salle classique. Oui, c'est vrai. Et pareil, le rapport à l'amplification, dans la musique, il est capital parce que quand on est acoustique, on est vraiment nu. L'amplification fait passer des choses. C'est pas pareil. Il y a une espèce de... Alors c'est pénible des fois parce qu'il faut régler les problèmes techniques et tout ça. Quand on est acoustique, on est comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Mais par contre, c'est vrai que ça dilue un peu la responsabilité. C'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, je trouve. Et moi, je me souviens
de certains concerts, mais j'ai une tendance à me souvenir de moments, c'est-à-dire d'une chanson. Par exemple, il y a quand on fait nos programmes, il y a une chanson particulière que j'aime énormément de Stefan Sondheim. Bon, bah, je sais, je peux dire, Nathalie, tel jour, elle a chanté mieux, ou d'un coup, ça m'a fait un truc sur une chanson, sur un moment. Je trouve que les concerts, bien sûr, on les réussit, on les réussit pas. On essaie évidemment de les réussir au maximum, et puis on pense sans doute qu'on se ment un peu aussi. Mais il y a ces petits moments d'osmose ou de grâce à un moment comme ça. Alors ça, quand ça arrive, ça c'est vraiment délicieux. Vous avez travaillé ensemble donc sur l'album Nougaro, mais vous vous connaissiez d'avance, si j'ai bien compris. La première fois que vous êtes montés sur scène ensemble, c'était quoi ? La toute première fois, moi je la connaissais, mais elle me boudait un peu. Elle était en mode je suis la plus grande soprano française. Vous êtes qui, vous, espèce de charlatan bonjour. Après, finalement, je me suis dit, c'est pas si mal. C'est pas un mauvais bougre, c'est un cassard, donc voilà. J'en ai déjà essayé un. Pourquoi pas en essayer un deuxième celui-là, il a des cheveux. Il y avait un troisième, d'ailleurs. Il y a un troisième dans les Parapluies de Cherbourg. Parce que dans les Parapluies de Cherbourg, il y a un personnage qui s'appelle Roland Cassard et qui était joué par mon mari. Donc les cassards me poursuivent littéralement. Et alors, ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps, on a été voisins. Et toute l'époque, on habitait en banlieue est. Et Nathalie habite toujours là-bas. Moi, j'ai déménagé. Et toute la période où on a été voisins, il n'était même pas question de se voir et de travailler ensemble. Voilà. Parce que moi, j'allais la voir souvent à l'opéra et je me roulais par terre, si j'ose dire, en disant c'est incroyable. Voilà. On était contents et puis timidement, de temps en temps, je lui disais bonjour, mais voilà, c'est tout, quoi. Voilà. Mais parce que c'est vrai qu'en plus, Nathalie est quand même assez réservée et du coup, on connaissait pas forcément nos passions communes. Voilà. Et c'est grâce à Claude, parce que moi, j'ai fait tous les disques de la fin de parcours de Claude, et quand il a fallu travailler sur un album de jazz qui était son dernier album, parce qu'il aimait tellement ce label qui s'appelait Blue Note, et donc il a voulu faire un album vraiment sur ce label, et là il voulait absolument faire, comme il était fasciné par la voix de Nathalie, il voulait absolument faire quelque chose avec elle, et ça a été vraiment là le moment autour de minuit, puisque c'était le standard qu'on a fait tous ensemble, qu'on s'est rencontrés. Il l'appelait Ça fait clochette, et ça, je trouve ça absolument délicieux. Et du coup, je lui ai écrit toute une vocalise, un prélude à la chanson. Et donc ça, on s'est dit, peut-être qu'on peut faire des trucs alors. Ouais, voilà. Ça a été le début. Parce que c'est vrai que c'est aussi l'histoire des rencontres avec les artistes. Bon, un chanteur, c'est pas pareil, parce qu'un chanteur, il est son propre moteur. Moi, je travaille pour les chanteurs et j'aime ça, mais du coup, il faut qu'ils vous choisissent, il faut qu'ils vous aiment, il faut que la rencontre se fasse. Et des fois, elle se fait, des fois, elle se fait pas. Voilà. Et ça vous paraissait tout naturel de faire une tournée après avoir fait l'album Nougaro en l'occurrence, on l'a pas faite parce que on a réussi quand même à faire deux trois concerts, mais malheureusement au moment où on s'apprêtait à faire notre premier concert, la semaine d'avant, c'était le Covid. Donc c'est un peu mais on a fait d'autres choses, et c'est pas. Et puis comme Nathalie elle est sur plusieurs fronts. Je me bats pour qu'elle fasse moins de théâtre et plus de musique, mais c'est un combat de tous les jours. Du coup, après, les plannings faisaient qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, on a fait autre chose. Mais on a fait autre chose, on y arrive. Et plus largement, l'expérience enregistrement versus être sur scène, ça a quand même des points communs, ou c'est deux choses complètement différentes ? Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'on peut refaire quand on enregistre. C'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut refaire les voix. C'est-à-dire qu'une fois que tout est enregistré par les instruments, je peux, si je veux, poser ma voix. Ce qui est une énorme différence, par exemple, avec un disque classique. Ouais. Voilà. Quand on a fait notre premier disque pop, autour des chansons de Claude, le concept vraiment pur d'un disque pop où le chanteur est de toute manière ou chante après ou est totalement isolé, fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut à tout moment. C'est même terrible parce que c'est un tel territoire de liberté qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est peut-être ça le danger quand on fait des disques. Mais du coup, ça permet de rechanter, de retravailler, d'aller au bout de son idée, quoi. Mais alors, curieusement, il y a des chanteurs qui sont extrêmement bons en studio
moins bon, beaucoup moins bon en scène, parce qu'effectivement, le studio permet de tellement travailler, de modifier, d'aller chercher des choses. Pour moi, les plus grands chanteurs live, enfin, de ceux que j'ai connus, j'en ai pas connu non plus d'ensemble, mais j'en ai connu quand même, souvent, ils sont pas très bons en studio, et ils ont la peur inverse, c'est-à-dire, c'est la peur de figer dans le temps quelque chose. Donc ils arrivent en se disant oh, ça va être la prise. Voilà. J'ai eu le cas avec Hallyday par exemple, ou avec Nougaro, pareil, ou même Aznavour, qui était totalement terrassé vers ça, qui arrivait en hurlant et en disant je ferai qu'une prise, je m'en dirai. C'est typiquement, et on peut pas dire que ce soit pas des bons chanteurs et des bons chanteurs de scène, alors qu'il y a toute une nouvelle génération qui est beaucoup plus née dans le studio, dans la technologie, tout ça, qui, elle, aime faire, refaire, refaire. Et finalement, des chanteurs plus timides, je pourrais même parler de Mylène, par exemple, qui est pas, typiquement une chanteuse de studio qui a du mal avec la scène, qui a peur, ou je sais pas, Étienne Dao, enfin plein de gens comme ça, qui sont des gens intéressants et passionnants, mais qui apprivoisent beaucoup plus difficilement la scène. Et alors en studio, ils sont trop contents parce qu'ils peuvent passer des heures. Ouais, regarde Françoise Hardy. Ouais, Françoise Hardy, qui voilà, faisait par carrément exemple. plus de scène Voilà. et que des enregistrements. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment deux parcours très, 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 très différents. Et c'est toujours étonnant de se dire, bah lui, il chante comme un fou, pourquoi il a peur en studio, pourquoi il me donne pas ce qu'il fait de mieux. Et il y a aussi ce relâcher, ou cette idée de chanter dans sa bulle, en s'écoutant, ou alors de chanter pour les gens, pour le public, et en lâchant. Et pour l'instant, ce qui fait que l'instinct se révèle. Et c'est ces personnes-là qui sont totalement différentes dès qu'elles sont devant leur public. Et ces monstres sacrés, je trouve que c'est vraiment... comme Brel était pareil, quoi. C'est des gens qui s'expriment devant les gens, devant le public. Et quand on joue un personnage ou qu'on reprend un concert des dizaines de fois, est-ce qu'il y a ce phénomène un peu analogue de retravail, de perfectionnement d'un concert sur l'autre, on repart à zéro? Qu'est-ce qu'on dirait? Non, on repart pas à zéro. On repart pas à zéro parce que quand même les choses infusent, on se détend aussi. Enfin moi. Je me détends un peu, hein, un peu. Moi, je suis suisse là. Évidemment. Non, ouais. Mais encore une fois, il y a aussi un rapport à l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est terrible dans la musique classique et dans le chant lyrique, c'est que les gens sont odieux, le public est terrible. Vous faites une note un peu fausse, vous ratez un aigu, vous êtes la risée du monde entier en disant oh, t'as vu, c'est plus ce que c'était, c'est terrible. Et là, elle a vieilli, c'est plus ça, la voix, ça allait mal. C'est horrible. Donc pendant ça, de tout temps, ça a été comme ça, cette exigence. Mais maintenant, entre les enregistrements, les réseaux sociaux, etc., c'est une espèce de truc terrible, quoi. Et je trouve que surtout pour les artistes lyriques, pour tous les artistes classiques d'un point de vue général, ça c'est sûr. Mais encore plus pour la voix, parce que la voix, ce n'est qu'imperfection. C'est dompter cet animal, c'est vraiment très difficile. Et du coup, ça met une pression dingue. Et je vois, on assiste à de plus en plus d'annulations, par exemple, de chanteurs lyriques, parce qu'ils ont les jetons. Parce que s'ils ne sont pas à 100% de leur capacité, bah, ils se disent ah ben non, je vais pas y aller parce que je vais pas, et donc ils se font porter pâle. Et ça, je trouve ça, ce manque d'empathie du public et de la critique, enfin du monde musical quand il va à l'opéra, et un truc qui m'a toujours sidéré, je dois dire, et pourtant je viens aussi de ce monde, hein, mais je trouve ça vraiment dingue, parce que on s'en fout s'il y a tout le reste, s'il y a une note qui est un peu moins belle, mais c'est pas grave, quoi. Franchement, pour moi, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais on est un peu comme ça, malheureusement. Du coup, ça met une grosse pression, je trouve, pour les artistes. Et je pense que, évidemment, on s'en libère un peu, représentation, un peu, enfin, je suppose. Oui, enfin. Un peu. C'est moins vrai d'autres publics, le public du théâtre. Non, mais c'est-à-dire que c'est moins. On va pas au théâtre pour voir un truc parfait. On va au théâtre pour être ému, pour apprendre quelque chose, pour réfléchir, pour. Voilà, et on n'est pas, il n'y a pas de recherche de perfection au théâtre. Il y a au contraire une recherche d'être dans l'instant, dans le moment présent et dans quelque chose de vrai et de fort. Mais on n'est pas à l'affût
on n'est pas à se dire ah là il va se planter, hein. Ouais. Là c'est le monologue d'Hamlet là, Voilà, ah il va mal le faire, je c'est suis quand même sûre. incroyable, quoi. Et la pop, c'est pareil, parce que quand on va à un concert de pop, évidemment que s'il est moins bien ou un peu mou, j'en sais rien. C'est la structure du concert qu'on peut remettre en question. Mais les gens qui vont voir un artiste de pop, ils viennent le voir pour ses qualités, ses défauts, son humanité, en fait, parce que il vous dit ce qu'il est lui. Donc le nombre d'artistes qui sont pas bons à parler, qui sont timides ou que c'est, on s'en fout. On les aime ou on les aime pas, mais on les aime pour ceux qu'ils sont. Alors qu'un artiste lyrique, il est dans une posture de rôle, donc on vient le voir dans un rôle, et du coup on le juge. Il y a 2 niveaux de lecture, lui, sa voix et le personnage, et du coup la perfection, l'incarnation. Alors là, ce Werther, non, franchement. C'est vraiment pas son truc. Sur Carmen, j'ai remarqué. Voilà. Carmen, oh, elle est pas bien. Oh non, c'est pas ça, Carmen. Voilà. Bon. Ça, c'est génial. Donc c'est vachard quand même. Enfin, je trouve ça admirable. C'est pour ça que j'admire vraiment les chanteurs lyriques. C'est quand même un métier à haut stress et à haute responsabilité. Et Yvan Cassard, vous avez parlé, par ailleurs, j'ai écouté certains de vos entretiens, vous insistez sur l'importance de faire un show, de partager au maximum avec le public. Alors je me suis demandé, partager quoi ? Et je vous poserai la même question, Nathalie Dessay. Alors, je trouve que moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir quand je sors de scène, que les gens viennent me voir, ils disent « Oh, qu'est-ce que vous avez pris comme plaisir ?» Et j'ai envie de leur dire, si je prends pas de plaisir, c'est même pas la peine, quoi. Et parce qu'il y a quelque chose il y a 2 choses. Dans nous, notre manière de jouer, de concevoir la musique et de la partager, si vous êtes heureux, si vous allez vers les gens, ils le sentent. Il y a même pas de doute là-dessus. 1. Et 2, comme j'ai fait beaucoup de spectacles un peu survitaminés, là, la notion, finalement, le spectateur vient, paye assez cher, c'est dans des endroits, sincèrement, on peut se le dire, c'est entre nous, hein, pas du tout adapté pour faire de la musique. Hein, c'est un stade et un zénith et tout ça, ça se saurait si c'était bien pour écouter de la musique. Voilà, donc on est dans un double effet. Il faut que ça soit assez bien pour que les gens soient contents et qu'on fasse de la musique et qu'ils l'entendent, voilà. Mais que d'un autre côté, l'offre visuelle, spectaculaire, du show, de la présence, que sais-je, soit quelque chose de mémorable et qu'on se dise « Oh, quand même, c'est incroyable ». Peu importe, même si c'est rien, si c'est une bougie, peu importe. La magie du show, c'est pas forcément 500 personnes qui descendent. Voilà, c'est pas ça, c'est pas forcément spectaculaire. Mais l'importance d'un show et la structure d'un show, voilà, par exemple, l'entrée, le début, la fin, c'est des heures et des heures, et c'est une obsession. Enfin, moi, à chaque fois que je fais un show pour des personnes, pour des gros shows comme ça, on passe la moitié de notre temps à gérer comment on va faire ça. Parce que sans ça, il n'y a pas de bon show. Et puis, si on repart pas heureux, on a raté notre soirée. Les gens, il faut qu'ils repartent avec une satisfaction, le public. Autrement, c'est qu'on a mal fait notre job. Donc, surtout moi, puisque souvent, je travaille pour des artistes. Donc, je veux que leur public, moi, je veux être content, mais que l'artiste soit content. Mais l'artiste, il est content si son audience, son public est content. Donc, il y a une espèce d'obligation de résultat sur des gros shows. Mais je trouve qu'on a partager avec les gens, et je l'ai découvert un peu avec Nathalie. J'ai fait des choses plus petites, et avec Lou Chédid, on a fait pas mal de concerts avec juste piano-voix, et où moi, parce que finalement je n'ai pas fait tant de concerts que ça, parce que je préfère très nettement le métier du studio je préférais le métier du studio, de faire et de la création, au fait de répéter et de faire des concerts. Et j'ai appris grâce à ces petits concerts qu'on peut avoir un plaisir infini à faire 60 concerts et le même, parce que les gens ne sont jamais les mêmes, et que la réaction des gens, des blagues, des interactions, finalement la communication. Et moi, pendant 30 ans, j'ai communiqué avec mon instrument, et puis récemment, je commence à communiquer un peu plus avec le public, verbalement et dans l'échange, et je me rends compte à quel point c'est exceptionnel. C'est plaisant. Voilà. C'est parce que l'énergie est à chaque fois renouvelée, et vous faites dire des choses autrement, jouer autrement. Puis il y a aussi un rapport à
à la musique plus ou moins calibrée. Quand on fait des très gros shows, on est obligé de calibrer au millimètre, parce qu'autrement, c'est pas possible. Tout doit être synchronisé, les lumières, on est dans un monde extrêmement technologique, et pour faire un gros spectacle, il y a des images, des lumières, des musiciens, donc tout ça est géré par... Il y a un clic ou un timecode qui est notre maître. Donc l'espace de liberté, il est à l'intérieur de la musique, mais il n'est pas forcément total. Alors que quand on fait des spectacles plus petits, ou en tout cas plus théâtral dans la manière de le faire, là on fait ce qu'on veut. Si on veut faire un couplet de plus, si on veut aller un peu plus loin, si on veut parler, si on veut changer, tout ça est totalement libre, et ça en fait pour moi l'immense qualité, le bonheur. C'est un bonheur incroyable. Et Nathalie Dessay, vous voulez partager quoi? Qu'est-ce qui reste au public quand il quitte la salle après vous avoir vu dans une pièce de théâtre? Alors c'est marrant parce que pendant très longtemps je me suis pas du tout posé cette question. C'est-à-dire que j'étais là pour délivrer une performance. Moi je suis une grande fan de cirque et je me suis longtemps considérée comme une artiste de cirque. En fait, une espèce de virtuose comme ça, sur un fil, qui fait des acrobaties sur un fil, avec les gens en bas, plus ou moins bienveillants, qui attendent de savoir si je vais tomber, si je vais me blesser, si je vais rater. Mais ça m'allait bien comme ça. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu trop lourd. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux partager, c'est l'amour que j'ai pour la musique. C'est-à-dire sans me cacher forcément derrière un personnage. Des fois, oui, puisque quand on fait de la comédie musicale, on est aussi un personnage. Mais par exemple, quand on fait des concerts avec Yvan, c'est moi qui, a priori, ai choisi les chansons, parce que ces chansons-là me parlent, et je voudrais qu'elles parlent aussi à ceux pour qui je les chante. Et parfois aussi, j'ai envie de faire découvrir des choses que je ne connaissais pas forcément depuis toujours. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Aujourd'hui, faire connaître la comédie musicale, faire connaître un artiste, un compositeur comme Stephen Sondheim, qui n'est pas encore assez connu en France. Voilà, partager l'amour que j'ai pour Claude Nougaro, parce qu'on connaît les grandes chansons de Claude Nougaro, mais on ne sait pas toute la richesse de son œuvre. Et donc, on a essayé de faire, dans l'album, on a essayé de mettre aussi des chansons, ou dans les concerts qu'on fait, de mettre aussi des chansons que très peu de monde connaît, et de montrer à quel point c'est un poète immense, inattendu, foisonnant, et toujours étonnant, quoi. C'était des exemples. On a posé la question de ce qui leur est resté à plusieurs de nos étudiantes qui sont ambassadrices de la Maison des Arts, donc ce qui leur est resté des premières interventions que vous avez faites à la Maison des Arts, mais plus largement ce qui les a marquées dans votre parcours aussi, Nathalie Dessay. Donc ce sont 5 étudiantes ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création qui sont en master à Sciences Po dans différentes écoles. Je vais quand même les citer parce qu'elles se sont prêtées au jeu un peu étrange que je leur ai demandé. Donc c'est Léonie Valois, Elisa Carnevali, Jeanne Perrin, Agathe Giraud et Meredith Pio, à qui j'ai demandé si elles voudraient bien préparer une petite capsule. Parce que quand on m'a dit on va parler de l'éphémère et du persistant, moi j'ai pensé aux capsules que l'humanité envoie dans l'espace, pour laisser une trace quelque part de ce qui compte pour nous. Et je leur ai demandé de faire une mini-capsule de ce qui leur venait à l'esprit, de ce qu'elles retenaient finalement et de la trace qui restait en elles, de ce qu'elles ont pu observer de votre parcours et de la Maison des Arts. Donc je vous propose qu'on regarde cette petite capsule de quelques minutes de ces 5 étudiantes. Et merci à elles. Moi, ce qui m'a marqué dans cette conférence, c'est comment Blandine Savetti et Nathalie Dessay ont expliqué qu'il y avait tout un travail du langage sur le texte de Marie Ndiaye. Ils ont parlé du travail des monologues intérieurs, de partir d'une phrase. À partir de cette phrase, ils devaient travailler sur les idées qu'ils avaient à partir de cette phrase-là et écrire tout ça dans 2-3 pages.
Et puis aussi le travail des études qui était mettre en scène le spectacle avec ses propres mots. Et je crois qu'on se demande toujours comme l'acteur entre dans sa part et tout ça. Et je crois que ça a été très très intéressant. Donc je suis très touchée d'avoir pu assister à la conférence que vous avez donnée, Nathalie Dessay, il y a quelques semaines avec Philippe Cassard. Et je pense que j'ai un rapport assez intime à la musique classique où je retrouve des airs que ma grand-mère joue au piano, que mon père écoutait à la radio, ou même que ma mère chantait dans la salle de bain. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et je me surprends aujourd'hui à écouter de plus en plus de musique classique par moi-même. Et donc j'ai trouvé ça très beau de voir vos deux parcours aussi habités par la musique classique sous plusieurs formes différentes. Et en même temps, votre témoignage a résonné avec des réflexions que j'ai aujourd'hui sur la voie qu'on peut suivre, parce que je suis dans la vingtaine, donc c'est une période où on se questionne beaucoup. Et le fait que vous montriez justement qu'il n'y a pas un seul parcours prédéfini, mais bien une pluralité de trajectoires possibles au sein même d'un même parcours, ça m'a beaucoup inspirée. Donc merci beaucoup pour votre conférence. Ce qui m'a fascinée dans votre parcours, Nathalie Dessay, c'est votre capacité à passer d'un art à l'autre et avec beaucoup d'aisance. Et on voit comment l'opéra, le théâtre, la comédie musicale et même la chanson française a alimenté chacun de vos disciplines. Et aussi, je trouve ça incroyable, l'aisance que vous avez de passer entre ces frontières. Enfin, moi je dis une frontière parce que j'ai l'impression qu'il peut exister des frontières entre ces disciplines. Et je me suis beaucoup assimilée à cet aspect-là de votre parcours parce que moi, j'ai un parcours d'architecte. J'ai travaillé dans des agences, des petites agences pour faire des cinémas. J'ai travaillé en conception lumière dans des expositions. Et maintenant, je suis à Sciences Po en urbanisme. Et je trouve ça très inspirant de votre part de montrer que c'est même, je trouve, enrichissant et pas négatif. Je trouve que c'est cette diversité qui est un atout. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi, ce qui m'inspire particulièrement dans votre parcours, Nathalie Dessay, c'est le fait que vous ayez pu aborder une pluralité de pratiques artistiques, à la fois du côté théâtral et du côté beaucoup plus musical. De mon côté, la pratique musicale, elle a été un petit peu laborieuse, c'est-à-dire que j'étais inscrite au conservatoire en CP et on me répétait à l'envi que je ne serais jamais assez vive pour être musicienne professionnelle, alors que j'avais 6 ans. Donc le fait d'avoir des gens qui soient aussi libres dans leur pratique, c'est assez thérapeutique en fait. Et je pense que moi j'aurais bien aimé tomber sur une personne aussi libre dans ses pratiques artistiques et aussi spontanée et ouverte que vous. Donc pour ça, je pense qu'on est pas mal d'enfants du conservatoire à vouloir vous remercier. Merci à nos 5 étudiantes ambassadrices pour ce travail et puis ce partage sincère. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nathalie Dessay? C'est une réaction à vif? Oui, c'est vrai que moi je considère qu'on est... Du moment qu'on a envie d'apprendre, c'est jamais trop tard. Et vraiment, pour le coup, j'en suis la preuve vivante. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre... J'apprends en ce moment même à chanter de la comédie musicale à 60 ans. Donc, tout est possible. Hein. C'est vraiment une histoire de désir, en fait. Et après, il faut trouver les bonnes personnes qui vous aident et pas celles qui vous écrabouillent en vous disant oh, « tu n'y arriveras jamais, pourquoi tu t'escrimes à faire ça à quoi ça sert ?» Enfin, toutes les personnes défaitistes, en fait, qui ne comprennent pas que ça ne s'arrête jamais d'apprendre. Voilà. Yvan Cassard, je vais vous faire le même exercice, mais en plus difficile encore. Que vous pouvez me répondre pour me dire qui est Nathalie Dessay, selon vous? Oh Je vous ai prévenu que ce ne serait pas facile. Non, mais Nathalie, elle a toujours été singulière, originale, différente depuis le début. Mais ce qu'on aime chez les artistes qui transcendent, qui sont au-dessus de tout. Voilà, oui, je mets beaucoup voilà. Des stars du lyrique en France, vous voyez, ça se compte comme ça, quoi. Voilà.
Donc, et c'est pas un hasard. Tous ces grands artistes, il y a quelque chose en plus. Alors, est-ce que c'est une qualité vocale, une curiosité, une capacité à englober beaucoup de choses différentes, être capable de faire beaucoup d'esthétique, peu importe. Chez Nathalie, tout le monde a toujours admiré, bien sûr qu'on aimait sa voix, mais au-delà de sa voix, on a toujours aimé l'actrice qui était en elle, l'incarnation. Je veux dire, on était tous là à se précipiter pour la voir dans un rôle, à sa première Traviata, à Salomé, ça pour dire, oh, t'as vu Nathalie, comment elle est là, et puis alors, bon, évidemment, elle a aucune limite, donc elle chante debout, au-dessus, pendue, couchée, enfin, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est au service d'une œuvre, Nathalie, elle est vraiment dans le respect des auteurs, elle a une conscience, finalement, qui n'est pas une conscience de chanteuse et de chanteurs. Les chanteurs, souvent, ils pensent à une seule chose, c'est avoir le plus beau son possible, la plus belle projection. Est-ce que ma voix est bien? Comment Nathalie, elle est dans le sens du début à la fin, dans sa vie. Elle est en quête de sens. Donc, c'est sa personnalité qui a fait qu'elle a transcendé et qu'elle a été différente et qu'elle a été Nathalie Dessay. Et chez tous les grands artistes, c'est comme ça. Et moi, c'est ça qui m'impressionne et qui m'a toujours impressionné bien avant on travaille ensemble. Il y a d'autres sopranos dans son emploi que j'aime mieux et peut-être même que je préfère. Il n'y a pas peu importe. Mais la voir sur scène, la voir incarner des choses, c'était pour tout le monde une expérience. Vous ressortiez de l'opéra en ayant vu Nathalie, et où elle vous avait fait rire parce qu'elle faisait un Donizetti, c'était dingue, tellement de pitrerie, ou elle vous avait ému, vous avez fait pleurer. Voilà, au théâtre, moi je l'adore au théâtre, j'avoue, même si ça m'agace quand elle fait du théâtre, parce qu'elle fait moins de musique, mais elle est admirable parce qu'elle incarne, et que finalement elle trouve un espace de liberté qui lui ressemble. Et dans la chanson, finalement, ça va venir. C'est un nouveau job pour elle, finalement, dans la chanson, et d'apprivoiser ce répertoire qui est totalement différent. C'est normal que ça passe par un moment d'adaptation, puisque c'est une autre manière de chanter, une autre manière d'apprendre, une autre manière de projeter. Pareil, c'est le rapport d'un artiste lyrique, finalement, qui est dans un jeu, dans un rôle comme un acteur, finalement, de théâtre. C'est faire des concerts pop, et les gens viennent vous voir pour ce que vous êtes, c'est incarner, et le rapport aux gens, j'ai vu beaucoup, je parle pas de Nathalie, parce qu'elle est quand même très à l'aise, mais beaucoup d'artistes lyriques extrêmement connus et très brillants, qui sont nuls quand il s'agit d'incarner dans un récital, parce qu'ils sont pas capables de se parler simplement, de communiquer simplement, de transmettre, parce que c'est une autre manière, d'autres qualités, finalement. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a toujours fasciné, que j'aime chez Nathalie, c'est la manière dont elle incarne, et elle prend, voilà, elle se dit on va faire ça, et ben elle va au bout, rien ne reste à la surface, quoi. Donc ça, c'est quand même rarissime, je trouve. Voilà. J'ai bien répondu? Ouais, c'est bien. Et je voulais juste dire un truc, parce que c'est quand même une élève qui disait ça à 6 ans. Moi, je voulais vous dire qu'à 9 ans, on m'a boulé au Conservatoire de Rennes en piano. J'ai fait de la clarinette. Et à 14 ans, on a dit à mes parents que, de toute manière, on m'a sorti vous savez, quand on fait de la musique, il y a des classes musicales, horaires aménagés, etc. On m'a sorti à 14 ans et on a dit à mes parents, de toute manière, il n'a aucun avenir dans la musique. Donc, que soyons clairs. Donc, j'ai fait des maths parce que j'étais pas trop mauvais. Puis après, ça m'a rattrapé 2 ans après. Et mes parents m'ont soutenu. J'ai pris d'autres cours. Je suis allé voir d'autres gens et je suis à ma plaque au Conservatoire de Rennes alors qu'ils voulaient me virer. Donc, tout ça pour dire qu'il faut croire en soi et il faut avoir si on a la chance de bien être accompagné par sa famille ou par des amis, etc., c'est capital. Mais il faut se dire que rien n'est fini. Si on a une vocation et si on veut le faire, il faut le faire, parce que j'en suis l'exemple. Je vis de la musique depuis 30 ans et j'en fais. Et je fais ce que je peux, mais en tout cas, j'en fais. Et on m'a dit que ça serait pas possible. Donc, comme quoi, il faut se battre. On a l'impression que rares sont les artistes qui n'ont pas ces histoires d'horreur sur ce qu'on leur a dit à 6 ans, 10 ans. Je n'invente rien. Hein, voilà, donc, bon. Oui, c'est quand même incroyable. Mais c'est un système qui doit être mis à l'ordre du jour ou complètement contourné? Oui, moi, le système classique de l'enseignement classique français, je le trouve absolument déplorable, totalement inadapté. Il est catastrophique. Il est élitiste. Donc, de temps en temps, il y a des choses très belles qui en ressortent, et des grands artistes. Les plus doués, finalement, réussissent. Mais finalement, moi, j'ai été sauvé, par exemple, en piano, par un professeur du Conservatoire de Nantes, qui n'était pas un très bon pianiste, mais qui avait eu tellement de difficultés, qui avait vraiment appris la pédagogie, appris l'enseignement. Au Conservatoire de Paris, par exemple, franchement, il y a des grands musiciens ou des grands pianistes, mais malheureusement, ou peu importe, des grands professeurs, enfin des grands instrumentistes,
des grands artistes, mais souvent ils ont fait ça tellement simplement parce qu'ils étaient surdoués que finalement l'accès à l'enseignement et vous aider autre évidemment que sur un point de vue musical, sur une œuvre, etc., parce que c'est des artistes, mais pour vous aider à progresser, c'est très compliqué, parce que finalement, ils ont pas ces caractéristiques, ce don-là, parce qu'ils ont eu un autre don. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, même sur le rapport au corps, on est très sous-développé, la musique classique, par exemple la méthode Dalcroze en Suisse, je vais dire, elle a 30 ans d'avance par rapport à ce qu'on fait dans un conservatoire. Vous rentrez en conservatoire, ce qu'on fait en solfège, on arrive juste à dégoûter tous les jeunes de faire du solfège parce qu'ils trouvent ça insupportable, ce qui est le cas quand on ne prend pas le solfège sous tout son aspect corporel, physique, ludique. Le solfège, ça peut être fascinant parce que c'est apprendre la musique, apprendre à lire mieux, apprendre à vivre mieux, à faire du rythme. Donc moi j'ai adoré ça par exemple, et ça m'a sauvé. C'est grâce à ça que finalement j'ai commencé à rejoindre un peu tout le monde. Mais ça peut être fascinant, mais on a des problèmes, on a une excellence, on a des grands artistes, mais il y a quand même, et cette idée de dire que si à 6 ans ou 7 ans, vous n'avez pas commencé, vous êtes fini pour la musique, mais ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a pas de logique à ça. Donc, je pense qu'il y a effectivement un gros travail à faire, je crois. Est-ce que vous sentez qu'une partie de votre mission ou raison d'être, c'est aussi de donner envie vous avez parlé tout à l'heure d'amour de la musique et de partager cet amour-là, est-ce que c'est aussi de donner envie à des jeunes de faire de la musique, de devenir peut-être comédien, chanteur Évidemment moi je suis pas un enseignant, c'est quelque chose que finalement qui me fait peur, donc je le fais assez peu. Mais je l'ai fait au Conservatoire de Paris et je l'ai fait et c'est intéressant de transmettre, en tout cas de donner l'envie, quoi. C'est juste ça, parce que le reste, ça se fait si les gens sont motivés et s'ils ont confiance, ou il faut ouvrir quelques portes, quoi, sur la confiance, sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais notre métier, enfin, c'est aussi ça. On aime trop la musique. Enfin, on ne vit que pour la musique. On se lève parce qu'on a envie de faire la musique. Enfin, moi, c'est pareil. Je suis gourmand. C'est pour ça qu'on se rejoint, parce que il y a que ça qui m'intéresse. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Notre passion de la musique. On fait un métier. C'est pas un métier. On travaille. Des fois, c'est dur, mais on travaille pour transmettre et pour avoir du bonheur et en donner aux gens. Donc, il faut aider. Et souvent, beaucoup de jeunes viennent me voir, surtout dans la musique moderne, urbaine, ou peu importe, la pop, etc. Et c'est quoi votre parcours? Franchement, moi, à 25 ans, je pensais pas du tout faire ce que je fais maintenant. Des hasards et des destins, des rencontres m'ont porté, je sais pas toujours, d'ailleurs je sais même pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça. Et il faut profiter des opportunités qu'on vous donne et des rencontres, et il faut se battre pour faire exister sa musique et proposer. Et puis ça marche ou ça marche pas, mais il y a toujours un moment où il y a une clé, où il ne faut pas se décourager. Alors, le chanteur, c'est encore plus difficile parce que vous êtes face à vous-même. Donc un chanteur, je trouve ça admirable. C'est pour ça que j'aime tant aussi travailler et soutenir des chanteurs, parce qu'ils vous donnent leur vérité, ils sont nus devant vous, et puis s'ils ne travaillent pas, ils sont dans leur chambre, ils font rien, ils font pas de concert. C'est très dur. Je veux dire, quand on est musicien, on travaille pour plein de gens. Si on connaît son instrument, ou si on a une certaine expertise, je dis aussi toujours qu'il faut apprendre. C'est d'ailleurs le bonheur de l'éducation classique, c'est qu'au moins vous apprenez un instrument. Donc ça, c'est bien, parce que ça vous sert à gagner votre vie après, et donc d'essayer de faire exister une œuvre si vous avez envie de la faire. Un chanteur, c'est plus difficile. Je trouve que c'est très exigeant. Un chanteur ou un acteur. Ou un acteur, c'est pareil. Un acteur, s'il joue pas, c'est compliqué. Il est là, il est dans sa chambre, face à personne. C'est terrible, quoi. Je trouve ça... Après, ce qu'on fait de plus en plus en tant qu'acteur ou en tant que chanteur, c'est qu'on se crée ses propres opportunités. C'est-à-dire que on va vers des projets personnels. C'est ce que je disais à ma fille hier. Elle avait un peu pas le moral. Et je lui franchement, dis, ouais. Sa fille est une chanteuse exceptionnelle. Exceptionnelle. Ça reste entre nous. Oui. Mais elle n'avait pas le moral pour autant, parce qu'elle venait encore de rater une audition. C'est-à-dire qu'on lui dit « Oh non, mais pour des équilibres de plateau, tu as fait une très belle audition, mais on préfère une autre. » Alors, bon, donc elle était déçue. Et je lui ai dit, mais Naïma, il faut que tu aies un projet personnel, il faut que tu développes quelque chose qui ne t'appartient qu'à toi, parce que si tu attends tout le temps que les autres viennent te chercher, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, en fait. C'est juste. Voilà. C'est juste.
Alors, je vais bientôt ouvrir la salle, à la salle pour poser des questions. Donc, commencez à préparer vos questions. Mais il y a quand même un sujet que j'aimerais aborder avec vous avant de laisser la parole à la salle. Et c'est la place de la fête, du spectacle, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que d'un côté, on va parler du désastre écologique imminent. D'autre côté, on assiste à une polarisation monstrueuse. On arrive à peine à se parler. On vit dans un monde un peu étrange quand même. Et vous avez tous les deux évoqué un peu cette bulle qui se crée quand on est sur scène, quand la lumière s'éteint, quand on entre dans cette salle avec ce public pour passer un instant ensemble. Comment ça fait sens? Est-ce que c'est fuir la réalité aujourd'hui, le spectacle? Et comment ça fait sens pour vous? Bah oui. Enfin, quelque part, on ne rêve que d'une chose, c'est de faire vivre aux gens un moment suspendu et les tirer de notre... Je trouve que c'est notre mission, finalement, parce qu'on est gâté, parce qu'on a la chance de vivre de notre passion et de se produire devant des gens, et donc de faire le mieux possible pour qu'à un moment donné, quel que soit l'exercice et quel que soit finalement, parce que c'est ça qui est beau, on fait, c'est très transversal, peu importe, n'importe qui peut être suspendu et passer 1 heure et demie autre part, même sur une musique qu'il n'aime pas, sur un art qu'il n'aime pas, si c'est fait et que la personne vous emmène. Emmener les gens, pour moi, c'est pour ça qu'on parlait de concerts, d'introduction, de structure, de setlist. On pourrait parler longtemps, par exemple, de qu'est-ce que c'est un concert, comment le structurer pour pas embêter tout le monde, comment se renouveler, comment faire voilà, un montage qui fait qu'un parcours sur 1 heure, 2 heures, peu importe. C'est très important, mais nous, on souhaite qu'une seule chose, c'est que les gens faire vivre une expérience, que nous transmettent. C'est pour ça que la notion de plaisir aussi, elle est là, transmettre, et que dans ce monde quand même pas facile, même pour nous, hein, parce que voilà, de nous écarter un petit peu à un moment donné, tout s'efface et on est face aux gens, on fait notre art et puis surtout on transmet des très belles chansons, des œuvres extraordinaires qui nous dépassent, parce que c'est quand même notre chance, c'est quand même très souvent d'interpréter des choses d'une beauté de créateurs qui nous surpassent, et c'est de leur rendre hommage, en tout cas de le faire le mieux possible en amenant sa personnalité, son petit grain de sable. Ça, c'est un cadeau pour nous et il faut essayer de le transmettre aux gens le mieux possible. Oui, transmettre la beauté. Moi, je crois que je dirais que c'est ça la mission. On est assez finalement traditionnaliste, nous. On est dans le côté tout finalement exploser tout le monde, être voilà. Que soit finalement, parce qu'il y a aussi un art comme ça. Il y a une manière il y a des artistes qui s'expriment comme ça, dans la confrontation, dans la provocation, chambouler. Et pourquoi pas, tout est ouvert. Hein, c'est un monde de liberté. Mais c'est pas, je crois pas que ce soit notre genre. Non, ça, c'est pas la banane scotchée au mur n'est pas notre genre. Voilà. C'est donc pas votre prochain projet, la banane scotchée au mur, si je comprends bien. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions? On va vous faire passer un micro pour l'un ou l'autre de nos chers intervenants. Et si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. En tout cas, il y a Larsen. Il y a du Larsen. Bon, oui. Oui, on vous entend. Si vous parlez assez fort, hein. Oui. Ça ne marche pas. Je suis je fais partie du groupe Opéra, qui est un groupe très actif à Sciences Po, enfin de fans d'opéra. Et justement, par rapport à la dernière chose que vous disiez, je voulais savoir, Nathalie, par rapport à certaines évolutions de l'opéra, Siegfried pendant la guerre en Ukraine, ou bien Ambroise Thomas, Hamlet d'Ambroise Thomas dans un hôpital psychiatrique. Oh, ça, c'est pas nous. Moi, je suis comme vous, j'ai besoin de rêver, et l'opéra fait rêver. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions? Non, mais moi, ça peut éventuellement me faire rêver. Enfin, j'ai pas d'a priori par rapport aux transpositions dans le temps et tout ça. J'ai aucun a priori du moment que c'est bien fait, que ça me raconte l'histoire, malgré tout. Moi, j'ai fait une Lucia, par exemple, d'Andrei Serban, extraordinaire, qui se passait chez Charcot. C'était génial. C'était génial parce qu'il a raconté exactement l'histoire, il a raconté exactement la solitude et l'enfermement dans lequel était cette femme et l'oppression qu'elle subissait de la part de tous les hommes autour d'elle. Et c'était une mise en scène absolument extraordinaire qui était huée par la moitié de la salle et adorée par l'autre. Je faisais partie de celles qui
ceux qui adoraient, mais parce que pour moi, c'était pertinent. Maintenant, toutes les transpositions et toutes les provocations ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que quand on comprend rien à ce qui se passe, pour moi, c'est pas pertinent. Voilà. Merci beaucoup. Et puis merci parce que là, on est en train de vivre un moment suspendu alors que vous n'avez ni le clavier ni la voix. Enfin, on n'a pas encore la musique, mais on est dans cette bulle. Donc merci beaucoup. Et ma question, c'était, est-ce que vous vous souvenez le moment où il y a eu un morceau de musique ou une écoute qui fait que dans chacune de vos deux vies, vous avez senti que là, vous alliez consacrer votre vie à la musique et que là, maintenant, cela devenait clair? Ah oui, c'était quoi, toi? Alors moi, c'est un peu plus personnel parce que c'est au moment où j'ai entendu mon père était un batteur tout à fait, enfin je veux dire pas professionnel, amateur, et j'étais fasciné dès que j'entendais la moindre note de musique. Moi, j'étais un garçon un peu, comment dire, un peu pas très calme, disons. Et dès que j'écoutais de la musique, je bougeais plus. Et donc j'ai ces souvenirs très forts de mon père où j'étais près de la Charlet, vous savez, qui est juste à gauche, et je me posais là et j'écoutais. Voilà. Donc ça c'est gravé en moi. Oui, mais tu t'es pas dit à ce moment-là. Non, enfin j'avais envie, quoi. Voilà. En tout cas, ça a commencé. Et après, après on a le moment fédérateur, enfin le moment où j'ai vu quelque chose de musical. Je crois que j'ai pas l'impression que ça soit comme ça. Je pense que on se construit petit à petit en ayant. Enfin, moi, j'ai eu la chance en plus d'aller voir beaucoup de spectacles. Mes parents m'emmenaient à beaucoup de choses. Du coup, et on devient fasciné, quoi, par le. Je pense et pour le coup, alors que j'ai pas fait du tout, très peu ça, je crois que l'opéra et la musique lyrique, le théâtre finalement, le mélange de l'opéra qui est quand même un art complet extraordinaire, c'est ça qui m'a donné envie. D'ailleurs au début je voulais être chef de chant et chef d'orchestre parce que j'allais à l'opéra et que je trouvais ça extraordinaire. Alors moi c'est bizarre. Alors que j'en fais pas. Moi j'ai écouté un morceau qui m'a totalement bouleversée, où je me suis dit, alors je me suis pas dit clairement que j'allais faire de la musique, mais je me suis dit là il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que je ne ressens, que je ne ressens nulle part ailleurs. Il y a quelque chose qui me transperce. C'est quand j'ai écouté pour la première fois le concerto numéro 23 de Mozart, en disque. Et le deuxième mouvement. C'est pas un mauvais choix. Et là, moi, ça m'a coupé bras et jambes. Je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, mais comment quelque chose d'aussi beau peut exister? Comment c'est possible d'avoir composé une chose pareille? Je pense qu'on a tous nos œuvres. Alors moi, j'ai le pendant. Mon œuvre enfin pour moi, la plus belle page de toute l'histoire de la musique, c'est le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel. Oui. Et je partage ça avec Olivier Messiaen, qui disait la même chose. Chic. C'est pour ça que je le dis, parce que ça fait chic. Quand j'ai lu ça, malheureusement, j'ai pas été j'étais au Conservatoire de Paris, mais j'ai loupé ses classes. C'était un peu trop tard. Mais il disait ça à ses élèves. Et cette page, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment les deux monuments, je pense, de la perfection de l'écriture. Voilà. Et cette page toute cette introduction du concerto en sol, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, je vous engage vivement à écouter ça. C'est d'une paix et on est dans un autre monde. Oui. Après, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de musiques qui vous font ça, mais il y a une justesse et c'est extraordinaire. Ça m'a jamais quitté. Oui, je m'appelle Miguel Ramos et ma question est plutôt la musique lyrique. Il y a disons, la façon dont vous la chantez, donc c'est en fonction de ce que l'auteur donne, n'est-ce pas? Donc vous allez interpréter ce qu'il vous donne, la partition et la façon dont vous allez la chanter. Alors que la musique, disons, comme tout à l'heure on parlait de Nougaro ou de Aznavour ou les grands, ce sont des textes extraordinaires. Et chaque interprétation d'un texte, d'un jour à l'autre, ça peut varier, ça peut changer. Par exemple, un monument comme, je ne sais pas, ça me vient, la Bohème par exemple. Il y a plusieurs façons de pouvoir chanter
un poème, c'est un poème, c'est un chef-d'œuvre des paroles de la musique française. Et donc, ma question est, quelle est l'alchimie que vous allez avoir lorsque vous devez interpréter les jours A et ensuite les jours B, parce que tous les jours, c'est pas pareil la façon dont vous allez chanter. Quel est les secrets de votre alchimie pour que la chanson, pour dire ce que le texte veut dire, que vous puissiez l'interpréter en fonction des différentes façons dont vous la sentez, vous interpréter. C'est ça ma question. Moi, je dirais que c'est comme au théâtre. On peut répéter le même texte tous les soirs. S'il est suffisamment riche, en fait, c'est le moment présent qui va tout déterminer. C'est le fait d'être dans le présent et de recevoir ce texte comme si c'était la première fois et de voir ce qu'il nous fait au moment où on le dit, en fait. C'est-à-dire, pour ça veut dire qu'il faut le connaître, évidemment, plus que par cœur. Sinon, on est en train de chercher ces mots et ça ne marche pas. Mais du coup, quand on est à cette phase du travail, qu'on l'a vraiment ingéré, d'essayer de redécouvrir la chanson comme si c'était la première fois qu'on l'entendait, sauf que elle est délivrée par nous-mêmes. Comme si on l'inventait sur le moment. C'est ça ce qu'il faut essayer d'atteindre. Alors évidemment, c'est pas toujours facile. La marge de manœuvre est évidemment plus grande au théâtre parce qu'il n'y a pas la musique dessous. Donc on peut prendre tout le temps qu'on veut, on peut laisser infuser les choses, on peut aller soudain très vite ou très lentement, ou colorer différemment. Dès qu'il y a de la musique dessous, évidemment, on est moins libre. Mais quand même, je dirais que c'est d'être dans le présent. Et notamment, ça me fait penser à cette chanson qu'on fait ensemble, Send in the Clowns, que Yvan aime beaucoup. C'est une chanson où finalement, c'est pas très difficile de la chanter. C'est quelques notes comme ça. Tout le monde peut chanter ça, on va dire. Il n'y a rien de technique. Mais c'est juste qu'il faut penser extrêmement fort à ce qu'on est en train de dire et de raconter. Comme un acteur, en fait. Et je rajouterais que c'est là qu'on voit, en tout cas pour la musique classique, c'est plus dur parce que c'est la qualité vocale qui fait la différence, l'intériorité, la manière de transmettre. Sur la musique pop, et en tout cas c'est ça qui fait pour moi les monstres sacrés ou ces grands interprètes. Vous parliez d'Aznavour ou comme Hallyday par exemple, ces gens qui sont capables sur un classique en fait de finalement de changer d'humeur en fait en fonction de ce que leur dit leur instinct, et donc plus doux, nostalgique, avec bonheur, avec véhémence, en provoquant, en prenant du recul, en se positionnant, parce qu'il lâche, et puis il y a une espèce d'impudeur qui est liée à l'instinct et libératoire d'être devant une audience, et puis il n'y a plus rien qui compte, il se livre à nu comme ça, et selon le moment du spectacle, qui est l'humeur, et d'un coup vous découvrez des choses incroyables. Et c'est pour moi la grande différence entre des chanteurs exceptionnels et des bons chanteurs, où ils vont vous faire par exemple 20 prises et 20 fois la chanson, et 20 fois ça sera presque la même chose. Un grand interprète, il faut faire 20 et vous faites qu'est-ce que je choisis, quel est le point de vue, pourquoi, qu'est-ce que je prends, parce que à chaque fois ça a un intérêt, parce que c'est une autre proposition, parce que à l'intérieur, la richesse de ces gens fait qu'il y a une autre proposition qui arrive. Et ça, c'est imaginaire, en fait. Voilà, c'est vraiment sur des grands classiques, par exemple. Voilà, on parle de Brel, par exemple, ce genre d'écriture comme ça, qui permettent des chansons qui permettent autant d'ouvrir des portes. Vous parliez de la Bohème, par exemple, c'est pareil. Là, on se régale. On se régale d'écouter justement ces grands, parce qu'ils sont capables de transcender, d'aller autre part. Bonsoir, je m'appelle Laurence Pontieux. Moi, je trouve que je vous aime autant incarnant Cléopâtre dans le Jules César avec Emmanuel Haïm, par exemple, que des chansons de Michel Legrand ou Claude Nougaro. Et donc, effectivement, c'est l'incarnation, la générosité et l'actrice que j'ai perçue en vous qui m'a toujours énormément touchée. Et vous parliez tout à l'heure de cette pesanteur et de cette culture de la performance dans le monde de l'opéra.
moi, j'adore l'opéra, mais j'y suis venue assez tard, quand j'étais à Sciences Po, comme jeune adulte. Et c'est pas du tout un monde que je connaissais auparavant. Et j'ai remarqué qu'il y avait cette culture de la performance qui m'a toujours profondément gênée. Oui, mais ça fait partie du jeu. Alors voilà, ma question, c'est pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça change? Parce que cette culture de la performance, peut-être, ça n'est qu'une hypothèse, hein, mais il est possible qu'elle éloigne certains jeunes ou certaines jeunes générations actuelles de cet univers, parce qu'il y a ce glacis de la performance qui peut donner moins envie d'aller écouter des chanteurs extraordinaires et des œuvres extraordinaires. Je sais pas s'il faut que ça soit différent, parce que c'est vraiment comme au cirque, le jongleur ne doit pas rater. Sinon, c'est qu'il est mauvais. Vous ne pouvez pas aller voir un jongleur qui rate. C'est impossible. Pour nous, c'est pareil. Donc, ou on accepte le jeu et on est content de jouer ce jeu, ou on se retire parce qu'on n'y trouve plus notre compte. Mais en fait, c'est vraiment... Là aussi, c'est un jeu avec le public. Tu viens voir si je vais y arriver, hein. Mais en fait, j'y arrive très très bien. Tu vas voir. Tant que c'est dans ce rapport-là, c'est génial. À partir du moment où tu viens voir si je vais y arriver, en fait, j'y arrive plus trop bien là. Là, il faut arrêter. C'est ça le truc. C'est que c'est comme ça. L'opéra, c'est vraiment un monde pour les athlètes de haut niveau. Par exemple, là, j'entendais que Nadal a perdu hier en Coupe Davis, 6-4, 6-4, il s'est fait écraser par un gars qui était 80e mondial. Bon, c'est fini. D'ailleurs, c'est fini. D'ailleurs, c'est fini. Il t'a écouté. Oui, non, mais il a raison. Il a raison. Il y a un moment, voilà, c'est fini. Nous, on allait voir Nadal parce qu'il écrasait tout sur son passage. Et alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que c'est ça qui éloigne les jeunes? Non. Les jeunes qui ne vont pas à l'opéra, moi, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas l'opéra sans y être jamais allés, ça, c'est quand même génial. Donc, en fait, moi, je dis toujours, ayez un peu de curiosité. Après, ils peuvent mal tomber aussi, hein. Ils peuvent aller voir un opéra totalement chiant, dans une mise en scène totalement ratée, auquel cas, ils n'auront plus envie de retourner. Je les comprends. Parce que l'opéra, du coup, c'est tellement difficile que pour que tout soit réussi, pour que tout marche, c'est-à-dire que les chanteurs soient bien, que l'orchestre soit pas trop fort, que le chef d'orchestre soit un vrai musicien qui fait vraiment ressortir toutes les beautés de la partition, que la mise en scène soit parfaite, en tout cas raconte bien l'histoire, qu'il y ait quand même un minimum de trucs un peu ou jolis, ou intéressants, ou rigolos, ou étonnants qui se passent sur scène. Il y a tellement de paramètres que c'est justement quelque chose qui est difficile à réussir. Et c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué que d'aller voir un show de Beyoncé, parce que là, on sait qu'on va en prendre plein la tronche. Et moi, j'adore Beyoncé. Hein. Et que ça va être génial, qu'elle va chanter top, elle va danser top, que tous ces danseurs autour vont être top. On sait qu'on ne sera pas déçus. À l'opéra, on ne sait pas. Mais c'est ça qui est beau. Comme au théâtre, d'ailleurs. Hein. Au théâtre, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des soirées où on s'endort dès la première réplique, et puis d'autres, ça dure 4 heures et vous ne voyez pas le temps passer. Mais ça vaut le coup d'y aller au cas où. Moi, je voulais juste vous demander un peu en lien avec le titre de cet événement. Donc, que reste-t-il de nos chansons? On a beaucoup parlé de ce qui reste, de ce qui demeure, ou de ces compositeurs qui vous ont formé ou influencé, qui sont des grands noms. Et je me demandais si, à l'inverse, on pourrait parler de ce qui n'est pas resté, ou en tout cas si vous aviez comme ça un ou deux noms d'artistes, de chansonniers ou de compositeurs oubliés, et dont vous vous dites, mais pourquoi cet artiste-là a été oublié alors que c'est un... Enfin, peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Ou est-ce que d'ailleurs tout... Non, il y en a quand même beaucoup. Après, tout dépend
après l'importance qu'on leur donne. Enfin, il y a beaucoup de manières d'exister. Alors, sur la musique contemporaine, et après, là, c'est compliqué. Sur la chanson ou alors la musique contemporaine classique, je pense que là, il faudrait 3 heures de plus pour évoquer le problème de la musique classique contemporaine. Oui. Parce que ça, c'est un dossier bien lourd, mais et avec des choses magnifiques. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout que des choses... Il faut arrêter avec les codes. Il n'y a pas que des choses inaudibles et tout ça. Il y a des choses fantastiques aussi dans la musique contemporaine classique. Mais dans la musique classique, sur plusieurs siècles, finalement, il y a les compositeurs majeurs. Et puis finalement, il y a beaucoup de compositeurs un peu plus mineurs parce que moins créatifs ou qui suivent une mouvance ou une esthétique, qui font l'apanage de tous les instrumentistes parce que quand on fait, j'en sais rien... de la clarinette par exemple ou de la flûte, on est content d'avoir un concerto de Carl Philipp et Emmanuel Bach plutôt que Jean-Sébastien Bach ou vous voyez etc. quoi. Il y a plein de choses comme ça, donc il y a beaucoup de compositeurs qui ont fait des œuvres intéressantes qui se révèlent par les instruments ou par d'autres choix et ou des cycles de mélodies chez les chanteurs. Par exemple, le XXe siècle a été tellement prolixe pour la musique française qu'il y a plein de gens qu'on a oubliés. Il y a des gens, donc il y a quand même des manières, je trouve, d'exister pour tout ce répertoire. Et la musique baroque, n'en parlons pas, parce qu'avec le renouveau sur, je sais, ça fait quoi, 30 ans, 40 ans, la musique baroque 40 ans, où il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui retrouve un parchemin incroyable, mais vrai, plus ou moins d'ailleurs, mais oui, bon, plus ou moins. Mais, donc je trouve qu'il y a quand même un chemin. La question est quand même plus... En tout cas, mérite d'être posée sur notre répertoire. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas? N'oublions pas que ce n'est pas forcément les gens les plus connus des quelques siècles qui ont laissé toutes ces traces. Donc ça je me pose moi souvent la question dans la chanson, parce que c'est quand même aussi une partie de mon métier, de me dire finalement on passe à côté de quoi? Quelles sont les œuvres majeures peut-être qu'on délaisse, qu'on ne connaît pas? Ça, c'est un vrai suspense, je trouve. Ou qu'est-ce qui restera, tel qui est super à la mode. Voilà. Alors, on est dans une société qui va tellement plus vite que maintenant, ce qui était 30-40 ans est devenu 20, et ce qui est devenu 10 est devenu 5, et ce qui est devenu 5 est devenu 1. Donc, parce que tout va beaucoup plus vite, donc du coup, les disparitions vont aussi beaucoup plus vite. Donc, peut-être que ça fait finalement, dans un sens, ça fait un petit peu plus de tri. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que j'aurai l'honneur de poser la question de la fin? Alors, je me lance. Dans cette liberté que vous avez déployée et pour laquelle vous vous êtes battus, chacun, quelle expérience artistique reste celle que vous aimeriez faire à tout prix avant la fin, ces prochaines années? Pour finir, pour nous donner le moral. Non. Pour reprendre l'expression des jeunes, qu'est-ce qui est sur votre bucket list? Ah oui. Ah ouais, j'adore. L'expérience artistique que vous voulez vivre à tout prix. Nathalie Dessay, est-ce que vous allez écrire un jour, composer, mettre en scène? Et sinon, voilà, dans cette liberté qui a été la vôtre, chacun, qu'est-ce qui figure sur votre bucket list? Bon, alors, puisque c'est à moi... Évidemment que c'est à toi. Non, moi, je me disais que j'aimerais beaucoup jouer au Les Beaux Jours. C'est ma bucket list. Voilà. Et peut-être, oui, parce que c'est un texte magnifique. Et je trouve que pour une actrice en fin de parcours, ce serait formidable. Voilà. Alors moi, franchement, vous avez 20 minutes. Non, mais c'est compliqué parce que moi, j'ai plein d'envies. Et disons que d'un côté, il est temps que j'essaye de maintenant un peu plus m'occuper de moi, parce qu'à force de m'occuper des chanteurs, ce que j'adore, mais je les aime trop, donc du coup, j'ai du mal à m'en passer. Donc il est temps que je fasse certains projets. Et ce que j'ai fait justement en réussissant à un peu parler devant les gens, devant un public, ça m'a donné envie. Et je pense que j'aimerais diriger un opéra de Puccini avant de mourir, ça serait bien. Parce que c'est l'autre amour musical de ma vie, et je ne l'ai jamais fait. Donc, et comme moi j'aime bien faire des choses j'ai beaucoup de choses que j'ai pas faites, mais ça me plairait vraiment. Donc il faut que j'y arrive, je sais pas comment, mais je vais y arriver. Et un opéra en particulier? La Bohème. Ah bah tiens. Je suis rentré au Concertin de Paris avec la Bohème, je suis sorti avec la Bohème. Donc ça me poursuit.
Un grand merci à vous deux de votre générosité et de ces partages. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que le public aussi. Non. Je n'en doute pas. Et j'espère que vous aussi. Un grand merci à tous les deux.